Bonjour à tous, je suis Gwenaël Perrault, directeur des expertises du groupe AG2R La Mondiale pour la Bretagne et les Pays de la Loire. Je suis ravi aujourd'hui de vous accueillir à ce webinaire au cours duquel nous allons vous décliner les chiffres du nouveau baromètre de l'absentéisme et de l'engagement qui a été réalisé par nos partenaires Hemming. Dans un premier temps, Marie-Sophie Doladille, manager du pôle QVT chez Hemming, décryptera les principales évolutions de l'absentéisme et les facteurs qui sont à son origine. On fera un focus particulier sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Dans un second temps, Olivier Ménard, qui est spécialiste du traitement administratif des processus RH, abordera un thème qu'on a rarement l'occasion d'aborder, qui est le coût de traitement de l'absentéisme. Alors, pendant ce webinaire, quelques règles de fonctionnement, qu'on soit tous d'accord. On vous demande de bien évidemment de pas mettre en action vos caméras ni vos micros, de poser vos questions dans le fil de conversation. On les prendra en note au fil des présentations et on posera les questions à nos intervenants, soit pendant la présentation, soit à l'issue de la présentation. Voilà, sans plus attendre, je passe la parole à Marie-Sophie, qui va donc vous décliner les principales évolutions de l'absentéisme et les facteurs à son origine. Bonjour tout le monde, merci Gwenaël. Donc, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui les résultats du baromètre de l'absentéisme et de l'engagement. Au niveau de la présentation, je vais démarrer et puis je laisserai la parole à Olivier Ménard pour justement cette deuxième partie. Donc n'hésitez pas à poser des questions au fil de l'eau, en effet. On me fera part des éléments et puis sinon, avec plaisir, en fin de conversation. Tout d'abord, pour repositionner l'étude, donc il y a bien l'étude quantitative qui est réalisée sur la base des données transmises par AG2R La Mondiale auprès d'un peu plus de 3,5 millions de salariés en CDI. Et c'est une étude que l'on complète avec une approche qualitative que l'on réalise également sur un échantillon représentatif des salariés en France et qui a été réalisé par le cabinet Kantar.
Tout d'abord, pour effectivement repositionner la terminologie que l'on peut utiliser, que vous pouvez entendre, et ça fera écho également avec la deuxième partie d'Olivier, entre absence et absentéisme. Lorsqu'effectivement on est sur la dimension de l'absence, on prend en compte toutes les absences pour lesquelles le salarié n'est pas à son poste de travail. Alors que l'absentéisme, on va vraiment se concentrer sur les absences qui auraient pu, tout ou partie, être évitées. Par rapport à cela, pourquoi c'est important, c'est que pour pouvoir justement, on va dire, regarder à la fois son évolution de taux d'absentéisme ou autres indicateurs RH d'ailleurs, mais également pour pouvoir se comparer peut-être juste par rapport à son secteur, par rapport effectivement à différents sites au sein d'un même groupe, c'est important de parler, on va dire, des mêmes choses et d'avoir les mêmes motifs d'absentéisme. Dans le cadre de cette étude, au niveau des motifs d'absence qui sont inclus, on va retrouver la maladie, donc maladie ordinaire, les arrêts pour accident du travail, accident du trajet et maladie professionnelle. Ce qui est important également au niveau du calcul, en tout cas par rapport aux éléments que vous retrouvez dans l'ensemble de l'étude, mais également sur les années antérieures, c'est les jours où on utilise en fait les jours calendaires pour pouvoir justement calculer ce taux d'absentéisme. Alors, on démarre maintenant tout de suite sur les premiers chiffres. Comme vous pouvez le voir donc, sur l'année dernière, sur l'année 2021, on a une baisse, si on regarde effectivement un comparatif par rapport à 2020. En revanche, on a, on va dire, un peu plus de 10% d'augmentation entre l'année 2019 et l'année 2021, qui est une année de référence. Alors, le taux en lui-même est très intéressant à étudier dans la durée. Par contre, ce qui est parfois un peu plus parlant, c'est de ramener ce taux au nombre de jours d'absence par salarié. Et pour l'année 2021, ça a représenté un peu plus de 3 semaines d'arrêt, ce qui n'est vraiment pas neutre lorsque effectivement vous rebasculez en termes de coûts, notamment coûts directs, mais également tous les coûts indirects associés. Si on fait un petit focus sur les régions, donc à la fois Bretagne et Pays de la Loire, on va démarrer par la région Bretagne. Alors, vous pouvez observer une augmentation d'à peu près, on va dire, qui est dans la même tendance que le taux national, mais on est sur un taux qui est quand même légèrement supérieur puisqu'il est de 6,77 par rapport à 6,19 au niveau national. Mais on reste sur les mêmes tendances et c'est à peu près un équivalent de 25 jours d'absence par salarié. Maintenant, si on regarde les Pays de la Loire, vraiment pour le coup très très proche. Par contre, les éléments de différenciation que l'on peut avoir, je vous remets la Bretagne, on est passé de 6,03 à 6,77. Si on regarde effectivement au niveau des Pays de la Loire, il y a eu 1 point de plus de taux d'absentéisme sur les 2 dernières années, enfin entre 2019 et 2021, ce qui quand même représente une augmentation un petit peu plus importante que ce que l'on peut observer de façon générale. Et notamment au niveau national, mais même en comparatif avec la région voisine bretonne. Ce qui fait un équivalent, on est certes à un taux un petit peu inférieur à la Bretagne, mais qui reste, on va dire, sur un nombre de jours d'absence qui reste important, puisqu'il est de 24 jours d'absence par salarié. Ce graphe permet de positionner, en tout cas de repérer et de positionner les régions par rapport à toutes les régions de France. Donc on voit que c'est vraiment sur on va dire la moyenne globale que l'on peut observer. On peut voir quand même 2 pics, celui de la Corse et celui de l'Île-de-France. Alors on est quand même sur un effet d'effectif. La Corse, on est globalement sur un tout petit effectif, donc ça impacte forcément par rapport au calcul de taux. Et l'Île-de-France, on est sur un taux qui est bien en deçà. Alors aussi, on a un gros effectif, mais historiquement, on est aussi sur des taux qui sont plus faibles. On retrouve bien évidemment tous les secteurs d'activité confondus. Pourquoi c'est important d'avoir quand même en repère les effectifs? C'est par exemple sur un taux de 6,19, on va prendre le taux national. C'est vrai que si on imagine que vous êtes un groupe avec plusieurs établissements, ou en tout cas un seul site avec plusieurs secteurs, plusieurs ateliers, plusieurs services, le fait d'avoir les éléments d'effectifs peut jouer, notamment lorsqu'on est sur les arrêts de longue durée. Un arrêt de longue durée peut vraiment impacter le taux
sur en tout cas des effectifs qui ne sont pas très élevés. Donc c'est toujours important d'avoir bien évidemment le taux en termes de repérage, mais aussi d'autres indicateurs qui, effectivement, on a le nombre de jours d'absence par collaborateur, mais également un autre taux qui est très intéressant à suivre, c'est le pourcentage des salariés absents ou, si on veut plutôt positiver, c'est le taux de toujours présent. Pourquoi c'est important? Parce que au niveau de, encore une fois, sur un taux identique de 6,77, si je reprends encore un exemple par rapport à la région, la lecture ne sera pas la même si on dit que ce 6,77% a concerné, par exemple, 39% des collaborateurs ou a concerné 60% des collaborateurs. Dans un cas, effectivement, si on est sur le cas des 60%, ça veut dire que l'absentéisme est complètement perlé, plutôt de courte durée. Alors que si effectivement on tend plus vers enfin en deçà en tout cas de 40 ou de 35, on va être plutôt sur, on va dire, une répartition, mais avec aussi des arrêts de longue durée qui sont représentés. Pourquoi c'est important de connaître cette typologie d'absence? C'est parce qu'au niveau des actions, on n'est pas du tout sur les mêmes leviers entre, en tout cas, prévenir justement ces arrêts de courte durée ou au contraire accompagner dans la durée les maladies de longue durée. Pareil, ce graphe permet de, comme on avait pu le voir pour les taux d'absentéisme, ça permet de pouvoir situer, que ce soit la région Bretagne ou la région Pays de la Loire, sur le pourcentage des salariés absents. Alors c'est vrai que en tout cas parmi vous, certainement certains calculent ce taux. C'est important de le calculer bien évidemment à l'instant T, mais c'est aussi, et comme pour tout regard, on va dire, sur les indicateurs, d'avoir un recul sur à peu près 3 ans. Donc là, idéalement, c'est bien évidemment à partir de au moins 2019, 2020, 2021 et l'année en cours. Mais si vous pouvez avoir des données sur 2018, ça permet vraiment d'avoir 2 années de référence. L'année Covid qui est à garder, puisque surtout, même si les taux ont été plus forts dans certaines organisations, ce qui est important à regarder, ce sont les tendances. Et est-ce qu'on était sur les mêmes tendances que ce qu'on avait, on va dire, sur les années antérieures, ou au contraire, on est complètement sur des phénomènes très différents. Donc ça permet aussi d'avoir ça permet d'avoir une lecture, en tout cas, sur ces caractéristiques d'absence et justement sur quel levier d'action il faut actionner. Encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions. En tout cas, moi, je n'ai pas le visuel sur le chat, mais en tout cas, mes collègues auront plaisir à poser ces questions-là. Faisons maintenant un petit focus sur les secteurs d'activité. Donc, au niveau national, on retrouve, comme les années antérieures, la santé, le secteur de la santé, le secteur des services, qui sont les 2 secteurs sur lesquels les taux d'absentéisme sont les plus importants. Et ensuite, on va retrouver, en tout cas, pareil, historiquement, plutôt les secteurs de l'industrie et du commerce qui sont un petit peu plus en deçà. Si je focus sur les 2 régions, on a quand même quelques spécificités. Comme vous pouvez le voir pour la région Bretagne, ce n'est pas le secteur de la santé qui est effectivement le secteur le plus impacté, mais celui des services. Donc c'est alors bien évidemment en lien aussi avec l'emploi, mais voilà, il y a quand même c'est quand même une région sur laquelle on va retrouver tous ces secteurs et dont l'industrie est aussi bien représentée. Donc voilà, ça reste quand même une particularité de la région. Un petit point d'attention quand même sur les transports. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une très forte augmentation entre l'année 2019 et l'année 2021, puisqu'il y a un peu plus de 2 points de taux d'absentéisme d'écart. Donc, on est quand même sur une tendance à la hausse. Si on regarde maintenant les Pays de la Loire, à peu près la même configuration, puisqu'on retrouve les services avant la santé. Et après, on peut observer quand même au niveau du commerce des taux qui sont effectivement plus bas. En tout cas, c'est là où on va retrouver le moins d'absentéisme par rapport aux autres secteurs d'activité. Pour amener, toujours plus parlant parfois en tout cas, pour amener au nombre de jours d'arrêt, en tout cas par collaborateur,
voyez, entre le secteur du commerce et le secteur des services, on a entre 20 et quasi 32 jours d'absence. Plus de 30 jours, c'est quand même un mois d'arrêt par collaborateur. Donc, on voit vraiment tout l'impact que ça peut avoir. Alors, bien évidemment, toute typologie d'absence, de la courte durée à l'absence de plus de 3 mois ou au-delà. Mais ça permet quand même de pouvoir projeter ces éléments-là. Ça peut être aussi intéressant de le faire, pareil, lorsque vous faites ce suivi, soit parce que vous avez plusieurs sites, soit effectivement parce que, par exemple, vous travaillez dans l'industrie et que vous avez cette capacité à ramener les indicateurs au niveau d'un secteur. Ça permet aussi de pouvoir justement mesurer les impacts et aussi pouvoir communiquer ces éléments-là à l'ensemble des équipes. Sur la région Pays de la Loire, c'est la même tendance, hein, comme on peut voir, alors avec effectivement le secteur du commerce un petit peu, en tout cas avec des taux d'absentisme plus bas, donc mécaniquement un nombre de jours ramenés par collaborateur beaucoup plus bas, mais aussi globalement entre 20 et 32. Alors, au-delà du taux, comme je le disais précédemment, c'est vrai que c'est important de bien connaître, on va dire, quelles sont les durées d'absence concernées, parce qu'encore une fois, les éléments, en fait, en tout cas la réflexion qu'il y a derrière justement ces éléments-là, et surtout les leviers d'action à actionner, les causes de l'absentéisme. Bien évidemment, quand on dit les causes d'absentéisme, on ne remet jamais en question l'arrêt de travail, puisque s'il y a effectivement arrêt de travail, c'est qu'il y a eu en tout cas un médecin qui a formulé cet élément. Donc, ce n'est pas du tout là-dessus que l'on va aller, mais par contre, c'est important de bien connaître sa typologie entre plutôt le micro-absentéisme tel qu'on peut l'appeler, les moins de 3 jours, et puis les maladies de longue durée au-delà de 90 jours. La tendance très clairement pour l'année 2021, mais qu'on observe aussi encore cette année, comme vous pouvez le voir, la baisse se situe principalement pour les arrêts entre 8 et 90 jours, sans vraiment grande surprise dans la mesure où c'est quand même, si on prend l'année de 2020, où on a eu beaucoup d'arrêts, en tout cas en lien avec la Covid, et sur lequel on était sur des arrêts plutôt longs, en tout cas au-delà de 14 jours, puisque les protocoles, en tout cas, préconisaient justement d'avoir ces 14 jours. Donc, on basculait dans cette tranche des 8-30 jours, et puis les Covid un petit peu plus longs sur les 31-90 jours. Là où on veut effectivement peut-être mettre un point d'attention, ce sont sur les arrêts de longue durée. Alors, certes, en 2021, légèrement, en tout cas, c'est légèrement inférieur au niveau du taux, mais on est vraiment sur une tendance qui est évolutive depuis de très nombreuses années et sur lequel, aujourd'hui, on observe en tout cas cette évolution, cette augmentation des arrêts de longue durée, quel que soit l'âge. Alors, bien évidemment, lorsqu'on est au-delà de 50 ans, 55 ans, 60 ans, c'est un élément qui est un petit peu plus fort, hein, mais même sur sur les collaborateurs âgés de moins de 40 ans, on trouve vraiment une évolution. Et ça, si on regarde effectivement les 3-4 années en arrière. Au niveau de l'étude, on a justement voulu faire ce focus sur ces arrêts de longue durée. Et par rapport à cela, voilà, c'est juste pour vous montrer effectivement les pourcentages de salariés qui sont concernés par ces différentes typologies. Pareil, c'est toujours très intéressant à regarder de votre côté. Ça permet de voir la part finalement des salariés qui auraient été absents moins de 3 jours, de 4 à 7 jours. Alors après, ça peut être vraiment une autre configuration, hein, ça dépend comment vous réalisez votre suivi, mais ça permet encore une fois de voir où justement le pourcentage de collaborateurs va se présenter. Alors, par rapport à cela, si on fait le focus sur les arrêts de longue durée, on a effectivement fait le choix de regarder les populations de moins de 40 ans et puis les 41 ans et plus. Ce que l'on peut observer pour les 41 ans et plus, c'est qu'il y a eu quand même une augmentation de plus de 20% hein, entre l'année 2019 et l'année 2021. Donc, comme on disait, on est vraiment sur une tendance en évolution. Mais surtout, ce qui est à regarder au-delà de cette augmentation, en fait, elle est liée bien évidemment à la longueur d'arrêt qui augmente, mais aussi et surtout au nombre de collaborateurs concernés par ces arrêts de longue durée, puisque pour l'année 2019, ils étaient de 5,1% et sur l'année 2021, c'est 6,4% des 41 ans et plus qui se sont absentés pour longue maladie.
Alors c'est vrai que si on regarde les moins de 40 ans, on pourrait dire qu'effectivement la tendance, elle est en termes de taux, effectivement, elle est plutôt, on va dire, en constance. Par contre, si on regarde le nombre de personnes et de collaborateurs concernés, on est aussi sur cette tendance en évolution avec un nombre de collaborateurs qui est plus important. Alors, au niveau de l'étude, on a justement regardé le pourcentage, en fait, les collaborateurs, comment ils perçoivent, en fait, leur état de santé. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que plus l'âge avance, plus effectivement les collaborateurs déclarent, en tout cas, avoir une moins bonne santé, si on peut le dire comme ça. Donc, c'est vrai que forcément, quand on passe la quarantaine, la cinquantaine, on a les effets un petit peu de la vieillesse, même si on est effectivement encore très jeune. Mais du coup, c'est vrai que c'est une tendance qui est intéressante à regarder parce qu'on a pu observer aussi que plus les collaborateurs se déclarent en mauvaise santé, plus justement les collaborateurs se sont réellement absentés. Donc ça, c'est vrai que le lien est quand même assez direct par rapport à ça. Marie-Sophie, une question, je me permets par rapport à un des slides précédents. Qu'est-ce qui explique la différence du nombre de jours d'absence entre les sociétés de services et celles du commerce? Il y a 10 jours d'écart. C'est que les collaborateurs, ce sont moi, alors si je reviens effectivement sur les éléments, alors là je présente les Pays de la Loire, je ne sais pas si la question concernait la Bretagne et les Pays de la Loire, mais en fait on est sur des collaborateurs qui se sont moins absentés globalement sur le commerce. Alors on a eu aussi un effet au niveau du commerce, et je reparlerai un petit peu plus tard, on est aussi sur une population qui globalement a eu une activité qui a été en retrait sur l'année 2020 et 2021 et qui fait aussi qu'il y a eu un nombre de départs important sur ces structures-là avec une réorientation professionnelle, mais j'y reviendrai. Ça peut en tout cas expliquer en partie, mais pas tout. On est quand même sur effectivement une population qui globalement s'est moins absentée. Alors par rapport aux services, vous disiez, alors après les services, ça reste effectivement un secteur d'activité qui est, on va dire, assez large, puisqu'on va retrouver des activités qui peuvent être à risque professionnel, ou en tout cas à usure professionnelle également important. Donc, on est, même si effectivement, en tout cas pour Bretagne et Pays de la Loire, c'est les secteurs en tout cas les plus impactés. Au niveau national, ça reste quand même le deuxième secteur depuis de très nombreuses années qui est le plus impacté, parce qu'on va avoir vraiment une multitude d'activités, et dont des activités avec une usure professionnelle importante, et souvent aussi une pyramide des âges, en tout cas dans certains secteurs, dans certains en tout cas, métiers des services, qui est aussi, on va dire, un petit peu inversée, une pyramide des âges un peu inversée, et qui fait que forcément l'usure est plus forte aussi, où les arrêts de travail sont un petit peu plus longs que pour des pyramides des âges où on est plus, on va dire, en deçà des 40 ans. Je reviens où on en était. Donc, par rapport effectivement à cela, donc c'est important d'avoir cela en tête, justement sur, on va dire, la perception de sa propre santé finalement, et comment je me sens en santé au sein de ma vie de tous les jours, mais également comment cela peut impacter ma vie professionnelle. Et justement, par rapport à cela, un des chiffres que l'on a, en tout cas qu'on a souhaité retenir, c'est celui-ci, c'est 45% des salariés en absence de longue durée l'ont été pour raison professionnelle. Lorsqu'on parle de raison professionnelle, ça va être un arrêt en lien avec l'accident du travail, l'accident de trajet, la maladie professionnelle, et puis également les éléments d'épuisement professionnel et de burn-out. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un élément qui est en augmentation globalement par rapport aux années antérieures, et sur lequel il faut avoir vigilance et toujours continuer. Et c'est vrai que de nombreuses organisations, entreprises que l'on rencontre et que l'on accompagne, en fait, a vraiment énormément d'actions autour de la prévention de la santé physique, mais aussi, et c'est également, alors le Covid n'a pas amené cela, mais a accéléré cette dimension, la partie santé mentale. Et par rapport à ces profils, c'est vrai qu'un des profils qui nous a quand même interpellé a été celui des managers, puisque alors tout salarié est concerné par cette dimension, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment une accélération sur le profil manager, où il y a
dire 7 managers, 7 personnes sur 10 qui occupaient justement le poste de manager se sont arrêtés en tout cas les arrêts de plus de 90 jours l'ont été pour épuisement professionnel. Donc on sait que on va dire que la période effectivement Covid et au-delà, même si c'était le cas avant, est très sollicitante, a été très sollicitante et l'est toujours pour le management et notamment le management proximité, et qui n'était pas toujours doté justement sur cette dimension managériale en tant que telle. C'est vrai que selon les secteurs d'activité, si on revient sur les secteurs, beaucoup en tout cas de collaborateurs ont une activité aujourd'hui de management, qu'on soit chef d'équipe, manager de proximité, parce qu'on est un très bon technicien, un très bon dans son métier, mais c'est vrai que la dimension managériale a été, en tout cas, était moins présente jusqu'à présent. C'est vrai que j'ai souvent tendance à poser la question aux entreprises en disant finalement, qu'est-ce que vous attendez de votre management ? Au-delà, bien évidemment, de la gestion de l'activité, de la production. Cette question est relativement simple, mais c'est vrai que la réponse est toujours un petit peu plus compliquée parce que ça va dépendre beaucoup de la culture du secteur, la culture de l'entreprise et justement comment ce développement managérial est souhaité au sein de la structure. Et c'est vrai que la période Covid, on s'était rendu compte que lorsqu'il y avait vraiment cette proximité entre le management en tout cas et l'équipe, a globalement été plutôt un élément de protection, protecteur pour les collaborateurs, et avait généré globalement moins d'absence, ou en tout cas moins de difficultés au niveau de l'organisation des activités. Alors, comme on a pu le voir précédemment, c'est vrai que l'état de santé, en tout cas, peut avoir une influence sur bien évidemment, le travail. Et c'est vrai qu'on a aussi posé cette question. Alors, ce qu'on peut observer, c'est que 19% des collaborateurs perçoivent un impact positif du travail sur la santé. Donc, c'est-à-dire que mon travail m'amène effectivement, je me sens en meilleure santé par rapport à mon travail. Alors qu'on va être sur 3/4 des collaborateurs, un tiers des collaborateurs qui perçoivent un impact plutôt négatif. Alors c'est vrai que cette dimension, elle est quand même à appréhender parce que, comme on le disait tout à l'heure, un collaborateur qui s'est absent, en tout cas un collaborateur qui effectivement se déclare en santé, en tout cas en mauvaise santé, ou en tout cas perçoit que le travail a une influence plutôt négative sur son travail et sur sa santé, a globalement une tendance en fait à s'engager moins ou à se désengager, tout dépend comment on se positionne, davantage. Et c'est vrai que l'étude a vraiment mis en lumière cela, c'est-à-dire qu'un collaborateur qui se déclare engagé, globalement se déclare en meilleure santé et effectivement en tout cas un plaisir plus important au travail. L'inverse est également vrai. Un collaborateur qui est moins engagé, globalement a un impact sur la santé, en tout cas et vice-versa. Donc ça, on le savait déjà, hein, mais c'est vrai que c'est quelque chose, la dimension santé aujourd'hui et la perception de la santé de la part de nous, hein, en tant que citoyens, en tant que salariés, prend une place beaucoup plus importante. Et c'est vrai que là, c'est vraiment l'accélération, bien évidemment, enfin, ces éléments-là ont été accélérés par la période que l'on a vécue. Et c'est vrai que lorsque on est plutôt en période de crise, on a vraiment cette tendance de repli, finalement, et de protection, de se sécuriser, en tout cas ce sentiment de se sécuriser. Et c'est aussi cet élément-là qui peut expliquer justement ce regard. Alors ça nécessite aujourd'hui, pour les entreprises, d'être de plus en plus présent en tout cas d'avoir une approche sur la santé globale du collaborateur. Et on sait toute la complexité que ça va engendrer, puisque ça veut dire qu'il faut à la fois un lien de proximité entre le manager et le collaborateur pour pouvoir percevoir certains signaux, comme on appelle les signaux faibles, hein, à un moment donné, une personne qui se sent un petit peu plus en retrait, une personne qui effectivement présente peut-être une fatigue un peu plus importante. Donc ces premiers signaux pourraient permettre de détecter certains éléments, mais également tous les liens avec la médecine du travail, ou encore une fois la médecine de prévention, où on sait que dans certains secteurs, en tout cas, ou certains lieux, la difficulté d'avoir un médecin du travail qui se déplace en entreprise et parce que il y a aussi une pénurie, on va dire, de médecins du travail
dans certains secteurs, donc il peut aussi permettre parfois, en tout cas, le médecin de prévention a une place importante sur toute la partie aménagement de poste, le lien effectivement, en tout cas, comment accompagner un collaborateur en santé dans la durée. Et si effectivement on n'a pas ces liens de proximité, c'est toujours plus difficile pour l'entreprise. Et pour autant, de façon globale, l'entreprise quelque part, est obligé de se saisir de ces éléments-là, puisque le collaborateur, on le reçoit, on va dire, en entreprise, avec toute cette dimension, et donc la santé globale. Ce que l'on a questionné également, alors ce qui est quand même à repérer avant de rentrer un peu plus dans le détail sur les effets de l'engagement, c'est que globalement, les collaborateurs ont exprimé une évolution de leur engagement entre l'année 2020 et l'année 2021. Donc ça a été c'est un élément très positif. Dans les éléments qui ont été majoritairement exprimés pour justement montrer, en tout cas l'engagement qu'ils portaient à leur structure, c'est dans un premier temps venir au travail même si on n'est pas en forme, c'est participer activement à l'équipe et c'est augmenter les horaires de travail. Alors, c'est positif, mais attention, parce qu'effectivement, notamment sur le premier point, venir au travail même si on n'est pas en forme, ça peut avoir finalement un impact à un peu plus long terme. Certains collaborateurs ne sont pas en mesure de dire stop, entre guillemets, par rapport, en tout cas ne perçoivent pas justement que ce côté moins en forme va impacter dans la durée. Donc là, il y a aussi tout le rôle, bien évidemment, de l'entreprise, des services ressources humaines, mais surtout aussi du manager de proximité qui peut repérer ces éléments-là. Et c'est aussi le cas pour le management, on l'a vu précédemment, que pour les arrêts de longue durée, on va dire que les 7 managers sur 10 s'étaient absentés pour épuisement professionnel. On est clairement en lien avec cette première dimension. Au niveau des premiers effets du désengagement, on est plutôt de l'ordre en tout cas, on est plutôt sur des éléments qui amènent le collaborateur à s'extraire du collectif de travail. En premier lieu, ça va diminuer son investissement. C'est rechercher ou changer d'emploi, et je reviendrai sur ce point un petit peu plus tard, puisqu'on a creusé un petit peu plus cet élément, et c'est se mettre en retrait vis-à-vis de l'équipe. Donc on est vraiment, qui dit se mettre en retrait vis-à-vis de l'équipe, c'est aussi progressivement, bien évidemment, avoir potentiellement en tout cas un arrêt de travail. Et voilà, encore une fois, en tout cas cette perception des collaborateurs et l'expression en tout cas de ce désengagement amène aussi, on le voit dans les résultats, il y a à peu près 20 points d'écart entre les personnes qui se sont dites engagées et l'absence, et les personnes qui se sont dites désengagées et qui se sont réellement absentées. On est vraiment sur une échelle qui est quand même importante, puisque 20%, pardon, c'est vraiment pas neutre. Alors, je dis toujours, même si effectivement on a plutôt tendance à voir les démarches de gestion et de prévention de l'absentéisme plutôt avec une perception négative, oui, effectivement, ça impacte énormément les entreprises d'un point de vue coût direct et coût indirect, comme on le disait. C'est aussi un impact, on va dire, par rapport justement au collectif de travail, au développement des activités. Et puis ça nécessite forcément, qui dit absence, dit remplacement de courte durée ou de plus longue durée. Donc on est vraiment toujours sur un éternel mouvement, et qui nécessite aussi aux entreprises d'être beaucoup sur les politiques de recrutement, certes pour pallier bien évidemment cette absence, mais aussi pour développer la structure. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce qui est très important, c'est aussi d'avoir le regard sur les présents. Parce qu'en fait, si on revient vraiment au tout début de la présentation sur les indicateurs, le taux de toujours, le pourcentage de salariés absents est de 37% de façon globale. Ça veut dire que 63% des collaborateurs sont présents. Et donc, c'est très important aussi d'avoir une lecture et un regard sur les collaborateurs qui sont présents, parce que on peut très souvent entendre ce côté finalement de « je suis là » ou « je ne suis pas là », finalement ça ne change pas grand-chose. En tout cas, j'ai le sentiment que ça ne change pas grand-chose, parce qu'on ne parle plus des personnes qui ne sont pas présentes et de cet absentéisme-là que finalement comment on a réussi à continuer cette activité, à continuer à former de nouveaux collaborateurs pour pallier aux absences, et mécaniquement on peut aussi avoir
ce sentiment d'usure. Alors, on n'est pas forcément sur de l'usure professionnelle, mais ce sentiment, effectivement, d'être sur un éternel recommencement sans forcément avoir la reconnaissance. Donc ça, c'est... Et encore une fois, on est sur des éléments de perception. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne fait pas d'action, hein, mais la perception des collaborateurs est très souvent exprimée de cette façon-là. Donc, c'est très important sur une démarche de positiver, même si ce n'est pas toujours très simple, mais c'est vraiment de positiver sur les actions réelles qui sont menées. Et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir toute cette lecture du lien finalement du collaborateur, puisque là on est quand même sur une dimension de l'absentéisme, donc il y a des collaborateurs qui se sont absentés, il y a toute cette dimension du lien entre le collaborateur et l'entreprise pendant son absence, et puis le retour aussi au travail. Alors bien évidemment, on va ajuster, adapter en fonction on va dire de la durée de l'arrêt, de la typologie de l'absence. Mais en tout cas, ces deux actions-là, que ce soit le maintien et le réaccueil, l'accueil, le réaccueil du collaborateur, sont vraiment deux actions extrêmement fortes qui permettent on va dire, d'alimenter aussi cet engagement et qui permet aussi de montrer à l'équipe qui est toujours en place, que la personne, on s'intéresse à cette personne effectivement qui est en absence et on va l'aider à revenir plus facilement, ou en tout cas on montre que on a cette explication, on va dire, de comment justement l'activité a perduré. C'est aussi une information que l'on va diffuser auprès du collaborateur lorsqu'il revient. Alors le réaccueil, c'est aussi dans la durée, c'est pas exclusivement le jour J, hein, c'est comment j'accompagne également ce retour, et notamment lorsqu'on a été en arrêt de longue durée, on a cette nécessité d'avoir ce réaccueil immédiat bien sûr, voire anticipé très souvent, puisqu'il peut y avoir des aménagements de poste, on peut revenir en mi-temps thérapeutique ou autre, mais également d'avoir cette continuité à définir en fonction on va dire des collaborateurs, mais on est sur 15 jours et un petit peu plus long, parce qu'on peut se sentir très bien, on va dire, les premiers 15 jours, le premier mois, mais être un petit peu plus en retrait par la suite. Voilà. Il y a aussi cette réhabitude de travail lorsqu'on a été absent de plusieurs mois. Une question, Marie-Sophie. Y a-t-il des indicateurs objectifs de l'engagement des collaborateurs ou simplement est-il représenté par le taux d'absentéisme? Alors là, effectivement, alors non, le taux d'absentéisme n'est pas forcément un élément qui permet d'avoir une lecture sur le désengagement, hein. C'est vraiment les autres éléments, les autres indicateurs qui permettent cela. Alors très souvent en parallèle, on a des études qu'on peut appeler engagement justement, sur ce qui est très intéressant, c'est connaître comment le collaborateur perçoit le sens de son travail, la relation à l'autre. En fait, il faut toujours placer le travail en lui-même. Dans mon travail, finalement, si je viens au travail, c'est avant tout pour le travail, parce que j'aime ce travail-là. Et ensuite, c'est comment il s'organise, comment effectivement j'interfère avec les autres. Donc, il faut toujours identifier des indicateurs plutôt d'action, finalement, autour de ça, et de développement. Sur l'engagement, c'est aussi comment, finalement, je peux me développer, c'est comment je peux avoir plus, par exemple, la dimension de polyvalence dans l'engagement, c'est aussi un élément qui est important, qui est de plus en plus demandé. C'est justement, est-ce que c'est une entreprise sur lequel vous avez une activité qui permet de le faire, ou au contraire c'est un peu plus réduit. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas cet élément-là qu'il faudra prendre, mais c'est peut-être d'autres indicateurs. Dans le côté aussi engagement, on se rend compte également sur, en tout cas dans certaines organisations, où on va dire par rapport à l'ancienneté, c'est aussi, là on n'a pas fait de focus cette année là-dessus, mais sur l'ancienneté, c'est important en fait de regarder, parce qu'on observe quand même une augmentation des absences pour des collaborateurs qui sont présents dans l'entreprise moins d'1 an, moins de 2 ans. Donc ça veut dire qu'on a aussi des éléments en lien avec bien évidemment l'onboarding, mais pas que. C'est effectivement l'onboarding, ça peut être très sympa les 6 premiers mois, mais globalement, comment je m'inscris après dans la durée. Donc c'est tous les éléments qu'il faut identifier. Donc c'est des indicateurs qui vont vous être propres, mais sur lesquels vous vous sentez à l'aise, en tout cas que vous pouvez calculer dans la durée. Donc voilà, après, il y a beaucoup d'indicateurs possibles autour de ça. Est-ce qu'il y avait une autre question? Une autre question, oui. Alors, avez-vous des données, des analyses sur l'engagement spécifique du management de proximité?
Alors, pas au niveau, on l'a pas au niveau national. Par contre, effectivement, quand on accompagne, on a beaucoup d'actions en parallèle qu'on accompagne les structures, où oui, on va avoir. Alors après, ça va être des éléments en lien avec justement la projection sur mon travail. Ça va être sur la reconnaissance, effectivement, que je peux avoir par rapport à cela. C'est mon évolution. Enfin, il y a énormément d'indicateurs. Alors après, on va avoir des facteurs qui vont être en lien avec aussi toutes les études que vous pouvez avoir menées autour de la prévention, donc de la santé mentale, hein, de façon plus globale, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être quand même en lien, c'est le cas de le dire. Et puis après, il y a quand même toute cette dimension de comment je me place en fait et quel regard je porte sur mon travail. On va voir juste après, il y a quand même une évolution des attentes liées à, on va dire, à l'engagement que je peux avoir et effectivement quels sont mes leviers pour m'engager davantage. Et là, il y a vraiment et on va pouvoir basculer peut-être là-dessus, c'est vrai que par rapport à cela, il y a les 3/4 des collaborateurs qui ont justement, on va dire, changé leur facteur d'engagement. Et la particularité de cette année, c'est que vraiment, on est plutôt sur des attentes de facteurs dits individuels. Puisque si on regarde le top 3, on est en premier lieu sur la rémunération et les avantages. On est ensuite sur l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et l'autonomie. Alors l'autonomie, c'est extrêmement positif, ça veut dire que les collaborateurs, quel que soit d'ailleurs le secteur, souhaitent davantage de responsabilisation autour de leur activité et avoir en tout cas un peu plus la main sur comment réaliser, on va dire, le travail qui leur est demandé. La partie rémunération et avantages, c'est très clairement en lien aussi avec la période de crise qu'on a vécue. Là, et c'est très fortement marqué aujourd'hui avec l'inflation. L'étude a été faite en début d'année, donc on était déjà dans cette dynamique d'inflation. Donc mécaniquement, on est encore une fois, on est plutôt sur quelque chose de... On veut sécuriser, donc la rémunération reste quand même un réflexe, on est un petit peu sur la pyramide de Maslow, hein, un réflexe un peu immédiat. Et puis il y a, et là pour le coup vraiment très, très en lien avec la crise sanitaire au départ, sur l'équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. On a beaucoup parlé de télétravail depuis 2 ans. C'est pas forcément l'objet aujourd'hui parce que en France, on est quand même sur globalement la majorité des activités ne sont pas télétravaillables. On est à peu près sur 30% d'activités qui le sont. Sur lequel, effectivement, le travail peut permettre, en tout cas, d'améliorer cette qualité de vie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, aujourd'hui même, on est dans une journée où, effectivement, il y avait appel à la grève, en tout cas dans plusieurs secteurs d'activité. Forcément, si je peux télétravailler, je vais le vivre beaucoup plus sereinement que effectivement, je ne peux pas, puisque je vais être à la fois dans les bouchons, à la fois je dois prendre ma voiture et je n'ai pas d'essence, etc. Donc, on est sur cette dimension très recherchée. Et puis, il ne faut quand même pas oublier les deux derniers classements les plus importants, mais en tout cas, les conditions de travail et les relations de travail qui sont plutôt de l'ordre collectif, là, pour le coup, qui sont vraiment essentielles, parce que même si, on va dire, des éléments plus individuels arrivent en premier lieu, il faut que ces attentes, finalement, individuelles permettent d'alimenter les réflexions plus collectives, puisque l'entreprise peut fonctionner de façon individuelle, bien évidemment, et ça, c'est plutôt de l'ordre du cadre managérial, de la politique RH bien sûr, mais comment justement le management de proximité peut se saisir de ces éléments. Et la partie conditions de travail, relations de travail, on est quand même sur tout ce qui va être prévention de l'action de travail, de la maladie professionnelle, l'organisation dans laquelle je m'inscris, le rythme de mon travail. Un exemple, aujourd'hui, quand on parle de l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle et conditions de travail, on peut clairement on va dire ouvrir le champ des rythmes, des horaires. Un exemple, peut-être que certains ont écouté le baromètre national, mais il y avait le DRH de Transdev qui intervenait, qui est une entreprise de transport de voyageurs, qui intervenait et qui exprimait qu'au sein d'une équipe de conducteurs, hein, de bus, ils avaient fait le choix de pouvoir en tout cas laisser la latitude aux collaborateurs d'avoir soit en tout cas dans la semaine une activité qui était plutôt réduite sur on va dire
4 jours pour permettre justement d'avoir, donc on travaillait plus, mais sur 4 jours, alors que d'autres collaborateurs, dans un même service de conducteurs de bus, dans un même groupe, souhaitaient au contraire pouvoir avoir cette capacité de travailler peut-être moins dans la journée et par contre plus de jours dans la semaine, ce qui permettait d'assurer cet équilibre de vie professionnelle et vie personnelle. Aujourd'hui, on n'est pas que sur le cadre qui effectivement est en attente de cela, on est vraiment sur tout secteur d'activité et toute catégorie socio-professionnelle. Donc c'est important que l'entreprise aujourd'hui puisse se saisir de cette dimension. On parle beaucoup de la semaine à 4 jours actuellement dans certains secteurs. Alors, on a la restauration, on a l'hôtellerie, mais on a aussi beaucoup d'autres secteurs qui peuvent rentrer dans cette dynamique. Après, on connaît toute la complexité par rapport au marché que l'on peut avoir, si on a un marché français, marché à l'international. Voilà, il faut aussi pouvoir être en lien avec, bien évidemment, toutes les entreprises si on est une industrie de transport, voilà, on sait qu'on a toute cette difficulté. Mais en tout cas, il faut oser quand même ouvrir ce champ-là parce que ce sont des réelles attentes et on ne pourra pas toujours satisfaire la partie rémunération puisque effectivement les augmentations sont toujours complexes. L'entreprise a quand même un équilibre à avoir financier, bien évidemment. Donc on sait et ça n'a un effet qu'à court terme. C'est comme toutes les primes que l'on peut asseoir autour de ces éléments-là. Ça a un effet, mais en tout cas, si ce n'est pas alimenté en continu, ça a un effet que court terme. Par rapport à, je parlais tout à l'heure des souhaits d'évolution de situation professionnelle. Alors, on avait questionné l'année dernière justement cette dimension. Il y avait à peu près un collaborateur sur 2 qui souhaitait avoir une évolution. Alors, quand on dit un changement de situation professionnelle, ça peut être bien évidemment de changer de métier complètement, mais on peut changer de métier dans sa propre entreprise ou dans une autre entreprise, mais c'est aussi de changer d'entreprise tout court en gardant le même métier. Donc, en tout cas, sur les 1 sur 2, une personne sur 2 qui souhaitait changer, on est à peu près sur un collaborateur, un salarié sur 2 interrogés qui ont concrétisé ce souhait. On a posé la même question cette année. On est sur 43% des collaborateurs, des salariés interrogés qui souhaitent changer de situation professionnelle. Donc, on est à peu près sur la même tendance, sachant qu'il y a quand même des métiers qui sont un petit peu plus, en tout cas profils ou métiers qui sont un peu plus concernés. Dans les profils, on va retrouver la jeune génération. J'allais dire, voilà, pour le coup, c'est quelque chose qui était une tendance qui était déjà présente, avec une volonté, on va dire, d'avoir plusieurs expériences professionnelles, de s'enrichir effectivement de ces plusieurs professionnels. On a le secteur du commerce, on en parlait tout à l'heure, le secteur du commerce a aussi beaucoup bougé. Alors là, ça a été vraiment en lien avec cette réflexion posée pendant la période Covid et puis une forte baisse, en tout cas dans certaines entreprises en tant que commerciaux par rapport aux primes qui n'arrivaient pas, puisque soit parce que pas d'activité ou en tout cas une activité très faible. Donc il y a aussi énormément questionné et qui a fait basculer ces collaborateurs dans d'autres métiers. Et puis on a également le management et ça c'est peut-être un peu plus compliqué parfois pour les entreprises, puisque pareil, on est sur 6 managers sur 10 en tout cas qui sont dans cette même dynamique. Alors, le chiffre qu'on veut retenir, c'est surtout celui-ci, c'est 72%. Ça veut dire que 72% de ceux qui ont déjà changé l'année dernière souhaitent rechanger cette année. Donc, on est quand même vraiment sur une volatilité par rapport à cela, et notamment sur les métiers que je viens, catégories que je viens d'évoquer juste avant. Donc, c'est quand même pas neutre. Ça veut dire que on a on disait l'attractivité, mais ce qui est très important aussi, c'est encore une fois de refocaliser sur les présents et finalement comment. Alors, on parle de fidélisation, en tout cas, comment je continue à finalement embarquer les équipes dans l'activité pour justement ne pas susciter l'envie d'aller voir à côté. Mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que cette volatilité, ça veut dire qu'on est sur... on a donné confiance finalement, la période a donné confiance aux collaborateurs. On a osé une fois, on peut oser une deuxième fois. Alors que le marché globalement du travail en France n'était quand même pas dans cette dynamique-là, on était quand même sur des temps beaucoup plus longs de présence en entreprise. Là, voilà, on est sur un petit mouvement quand même qui fait qu'on a cette facilité parfois de changement. Et lorsqu'on est sur le management, ça peut avoir vraiment un effet déstabilisant pour les équipes, parce qu'on sait que quand même le rôle et l'importance des équipes managériales pour avoir justement animer
on va dire, le collectif en lui-même, et puis d'avoir une activité, on va dire, plus sereine, en tout cas perçue par les collaborateurs lorsqu'on est justement sans parler de stabilité, mais en tout cas sur quelqu'un avec qui j'ai pu instaurer de la confiance. Et la confiance, elle ne se fait pas toujours de façon automatique. Il faut parfois un petit peu de temps. Et si on est sur un mouvement de 6 mois à 1 an, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça qu'on insiste, c'est vrai, beaucoup cette année sur renforcer la présence, parce que c'est vraiment très très important d'avoir ces points d'appui. Hein. Tout se passe avec les présents quand même si bien évidemment il faut accompagner dans la durée ces absences, mais en tout cas c'est vraiment très important de bien refocaliser sur finalement comment j'accompagne cela, comment j'anticipe la polyvalence. On parlait de la polyvalence, elle est parfois très souvent subie en fait par les collaborateurs, parce que justement pour pallier à l'absence de l'un ou de l'autre. Du coup, on est vraiment sur cette dynamique à bien avoir en tête lorsque justement on met en place un plan d'action, ou en tout cas qu'il ne faut pas forcément un plan d'action parfois spécifique. Hein, il faut vraiment que les démarches de prévention de l'absentéisme s'inscrivent clairement dans l'approche de façon plus globale de la structure. En tout cas, il y a 3 fondamentaux et le temps tourne, donc je vais effectivement aller assez vite sur ces points-là et je pourrai répondre à vos questions après. On est sur appréhender et analyser le contexte global. Quand on veut dire ça, en fait, c'est ne pas se battre sur des éléments dont on n'a pas la main. Aujourd'hui, on est effectivement dans un élément d'inflation. On a eu cette crise qui est toujours présente, et en plus on a cette accélération encore on va dire des personnes qui sont impactées par le Covid, donc on sait qu'on va avoir un peu d'arrêt de travail complémentaire. Donc voilà, l'entreprise en fait n'a pas la main sur ces volets-là, ou en tout cas pas complètement la main sur ces volets-là. Donc il faut vraiment se recentrer en fait finalement sur le contexte global, c'est-à-dire à la fois externe et à la fois interne. Quand on dit externe, c'est aussi un collaborateur qui vient dans la structure, qui est parfois un salarié aidant. Il y en a de plus en plus, aussi bien évidemment pour ses parents, mais aussi pour un enfant qui peut être en situation de handicap. Et ça reste encore un sujet globalement tabou sur lequel le collaborateur ne sera pas forcément à parler à son entreprise, ou le collaborateur, pareil, dans un contexte global où on est aussi sur des maladies chroniques qui sont quand même aussi présentes, sur lesquelles je n'ai pas osé non plus parler, parce que voilà, de sa propre santé, c'est pas quelque chose aujourd'hui, encore une fois, dont on parle facilement en France, et sur lequel on pourrait en tout cas limiter et permettre justement un accompagnement plus important. Parfois, maladie chronique ne veut pas dire que je vais être en arrêt pendant des mois, mais par contre, ça peut nécessiter des soins tous les mois, tous les 2 mois, courts. Si je n'ose pas en parler à mon manager, à mon service RH, je ne vais pas effectivement être dans cette dynamique d'avoir peut-être un aménagement d'horaire à l'instant T et éviter justement cet arrêt, et avoir aussi cette reconnaissance de l'entreprise. Du coup, ça peut permettre cette reconnaissance de l'entreprise. Donc, il faut vraiment appréhender et analyser le contexte global externe, mais aussi contexte global interne. Voilà, est-ce qu'on a eu un mouvement important? Est-ce qu'effectivement on a été obligé de changer on va dire, de marché? Est-ce qu'effectivement on a un changement de direction importante? Alors, en tout cas, ce sont tous ces éléments-là qu'il faut vraiment apprendre en compte. Alors, j'ai un bruit, je ne sais pas, j'espère qu'en tout cas de votre côté, vous ne l'avez pas. Je poursuis quand même. Un autre point, j'en ai déjà parlé, c'est accompagner les présents. Encore une fois, c'est vraiment très 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 important d'avoir ce focus en fait sur les collaborateurs qui sont effectivement en continuité au sein de la structure. Et encore une fois, c'est les fameux taux de toujours présents. Donc ça, voilà, c'est comment accompagner. En fait, c'est toute cette dimension de comment j'amène aussi cette équité, en tout cas cette perception d'équité au sein d'une structure. Donc je ne vais pas m'étendre parce qu'on a parlé de plusieurs reprises de ce point-là, mais en tout cas c'est vraiment un point de vigilance et sur lequel il faut vraiment, on va dire, centrer les échanges. Et puis c'est revenir aux fondamentaux. On parle toujours, voilà. Beaucoup aujourd'hui on accompagne beaucoup de structures qui nous disent on a déjà fait plein de choses. Effectivement, beaucoup d'entreprises, et toutes les entreprises ont fait déjà beaucoup d'actions autour de ces volets-là. C'est vrai, quand on dit revenir aux fondamentaux, c'est un point mais qui est évident, hein, c'est déjà d'avoir l'engagement de la direction, mais pas juste un engagement
c'est pas un sujet en fait de RH, c'est pas un sujet exclusivement de direction, c'est un sujet qui concerne tout le monde, puisque même le collaborateur qui est effectivement en place, toute absence va potentiellement l'impacter. Donc en fait, donc il y a vraiment cet engagement global, et l'engagement c'est de façon opérationnelle, c'est pas juste oui, on a bien conscience, bien évidemment, que l'absentéisme est un point important et sur lequel il faut qu'on travaille. C'est pas juste effectivement cette dimension financière parfois, c'est concrètement quels sont les impacts internes et comment on s'approprie de façon très opérationnelle au niveau d'un comité de direction. Comment je le traduis en fait dans le développement de la structure, de mon site, de mon secteur, de mon atelier, voilà. Comment je le traduis de façon très opérationnelle. Et puis, c'est vraiment de comment on accompagne aussi le management par rapport à cela, qui effectivement est toujours dans un mouvement permanent, puisqu'on est dans un mouvement permanent au niveau des entreprises. Donc ça, c'est pareil, comment on outille le management à pouvoir se saisir de tous ces sujets. Je sais que le temps est compté, donc je passe tout de suite la parole à, sauf s'il y a quelques questions, mais on y reviendra peut-être certainement à la fin. Je donne donc la parole à Olivier Ménard, pour justement aborder la deuxième partie de prévention et de maîtrise des coûts cachés liés à l'absentéisme. Merci beaucoup, merci à tous. Donc bonjour. Donc moi je suis spécialiste de la mise en œuvre administrative des process liés à l'arrêt de travail. Alors vous comprenez que au-delà de la partie statistique, analyse de la statistique, ces statistiques ont un impact global sur la performance de l'entreprise. Est-ce que tu peux peut-être faire un partage? Je crois qu'on a perdu le partage d'écran. Oui, Olivier, ça revient. Excusez-nous. C'est pas grave. Et donc, dans une deuxième étape... Non, je ne vois toujours rien. Alors, si vous voulez, je vais faire mon partage de mon côté. Mais... C'est bon, ça revient. Donc, la deuxième partie de la démarche consiste à regarder effectivement les coûts directs, qui sont des pertes de production, des coûts de remplacement et l'effet sur les organisations. On ne va pas parler de cette partie-là, si vous pouvez passer. On va regarder sur la deuxième partie, qui est comment je peux... Est-ce que tu peux passer les slides? Je crois qu'on a un problème de passage de slide. Prends la main à ce moment-là, Olivier, peut-être. Je ne peux pas prendre la main, mais c'est pas grave. Vas-y. Donc, on va parler sur le traitement administratif. Qu'est-ce que c'est que le traitement administratif? C'est toutes les étapes de la saisie de l'arrêt de travail, de son traitement administratif en mode subrogation, prévoyance, mi-temps thérapeutique, prolongation, visite de reprise et invalidité. Ces éléments du traitement administratif, ça pèse en moyenne 30% de la charge d'une équipe paye. Ces 30% de la charge d'une équipe paye, c'est assez significatif. Alors attendez, je vais peut-être essayer de récupérer la main parce que... Je suis vraiment désolé. Ces fameux 30% de charge de travail, ainsi que tous les éléments qui sont autour en matière de perte de production, en matière de défaut, ça a un coût. Et l'objectif de cette deuxième partie de présentation, si vous arrivez à voir l'écran, consiste à voir quels sont les axes qu'on peut mettre en place pour limiter les effets de cette charge de travail ou des défauts. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la main. Oui, vas-y, Olivier. Et je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Allô, la régie? Je ne vois pas ton écran. Vous voyez mon écran? Attends, c'est bon, il revient. Pas, non, on va le repartager avec Gwenaël. D'accord? C'est bon. Donc, on parle de traitement administratif. Si tu peux passer sur la slide suivante.
Donc il y a différents dispositifs techniques qui peuvent entrer en jeu dans ce traitement administratif. Vous avez la partie subrogation, vous avez la partie avance reprise d'IJ, vous avez la partie précompte des IJSS, vous avez la partie traitement a posteriori des IJ, vous avez le relais de prévoyance qui peut être une relais de prévoyance courte, prévoyance longue, vous avez également les dispositifs de maintien de salaire qui peuvent être plus ou moins efficaces en matière de maintien de salaire. Tous ces dispositifs, ce sont des dispositifs qui affectent la protection sociale, mais leur mise en œuvre en elle-même peut également influer fortement les coûts et les défauts qui sont observés dans cette mise en œuvre. Alors, ce qui m'importe de vous faire découvrir aujourd'hui, si vous voulez passer sur la slide suivante, c'est quelques éléments, quelques influenceurs de coûts. Je vous prends un exemple, la partie subrogation qui est l'avance des IJ aux salariés, charge à l'entreprise de récupérer directement de la CPAM ces IJ. Eh bien, ce mécanisme de subrogation, quand vous avez un défaut de traitement, ça va se traduire par des pertes financières. Pertes financières principalement liées à la non-récupération des IJ. Inversement, quand vous avez le mécanisme de non-subrogation, donc qui est le mécanisme par défaut pour les entreprises qui ne souhaitent pas les mettre en place, le défaut de traitement dans cette non-subrogation se traduit généralement non pas par des pertes financières, mais par un mécontentement global des salariés et évidemment un stress des équipes paye. Je vous donne un deuxième exemple. Le précompte des IJ, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de précompter au nom de l'absence en paye la part de l'arrêt de travail, de la rémunération qui va être prise en tant que maintien de salaire et la part qui va être prise en tant que simulation des IJ à percevoir. Ce précompte, quand il n'existe pas, c'est un mécanisme qui en paye est très simple. Mais inversement, vous faites pour le compte de la sécurité sociale, finalement, une avance de charge sociale. Et vous êtes aveugle en cas de défaut de remboursement. Inversement, quand vous pratiquez le précompte, c'est-à-dire le traitement en direct de l'IJSS au moment de l'absence, vous avez un dispositif qui est plus complexe, donc qui coûte plus en termes de temps au moment du traitement de la paye, mais inversement qui est beaucoup plus rigoureux. Donc en fait, chaque mécanisme de mise en œuvre a soit un avantage, soit un inconvénient. Dans les deux cas, vous avez des effets en matière de pertes qui sont parfois non négligeables. Si tu peux passer. Alors quand on parle de pertes, on va essayer de financiariser tout ça. On va prendre le bulletin de paye. Le bulletin de paye, statistiquement, les entreprises le payent entre 20 et 25 euros. On va prendre 20 pour se donner une idée. Donc un bulletin de paye, la production du bulletin de paye, le traitement administratif, pour une entreprise standard, on va la prendre en type Syntec, va vous coûter 20 euros par mois. Si maintenant vous passez sur la slide suivante, vous sommez tous les défauts et tous les coûts cachés du traitement administratif. Eh bien, si vous les empilez, vous vous rendez compte que vous avez des coûts de saisie des arrêts de travail, vous avez des coûts de suivi des arrêts auprès de la CPAM ou de la prévoyance, vous avez des coûts liés à l'acquisition d'outils de suivi, vous avez éventuellement des coûts liés à des pertes de subrogation, des pertes d'IJSS, des écarts, et puis vous avez aussi un coût de trésorerie mobilisé si vous pratiquez la subrogation. Quand on empile tous ces coûts, on se rend compte que grosso modo, ça vous coûte un tiers du bulletin de salaire, qui se rajoute au bulletin de salaire. Donc le prix, statistiquement, que moi j'ai pu observer chez énormément d'entreprises que je peux voir et accompagner, c'est des coûts autour de 6 à 8 euros par mois et par salarié de traitement administratif. Alors, là, on parle d'un coût moyen. Si vous passez sur la slide suivante, vous allez vous rendre compte que ces coûts moyens, il y a une énorme dispersion. Alors, je prends l'exemple, vous pouvez passer les slides, s'il vous plaît, de deux entreprises. J'ai une entreprise extrême que j'ai accompagnée il y a quelques années, qui avait un coût moyen de traitement de ses arrêts de travail de l'ordre de 50 euros. Alors, je parle de 50 euros par salarié et par mois. C'est-à-dire quasiment 3 fois le bulletin de salaire. Et l'entreprise ne s'en était pas rendu compte. Alors, pourquoi vous aviez ces 50 euros? Eh bien, c'était des pertes d'IJ de l'ordre de 30%, des encours de subrogation de l'ordre de 180 jours, des salariés qui étaient globalement en défiance vis-à-vis de l'équipe paye parce que, en fait, les erreurs se traduisaient soit par des tentatives de reprise en paye, soit par des abandons de créances. Et puis un assureur,
parce qu'il faut se rendre compte que derrière la partie IJSS et derrière la partie traitement administratif, vous avez la prévoyance qui prend le relais sur les arrêts, par exemple, au-delà de 90 jours. Et cet assureur, ben, évidemment, il appliquait des majorations importantes de primes liées aux provisions techniques. Et puis, à l'extrême, à l'autre extrême, une autre société que j'accompagne actuellement, qui a un mécanisme de traitement qui est particulièrement efficace, je dirais même extrême dans sa rigueur et dans peut-être même sa brutalité de reprise et de traitement de la relation avec le salarié. Pour autant, les effets en matière de perte d'IJ sont inférieurs à 1,5%. Vous avez un encours d'IJ qui est de l'ordre de 30 jours, c'est-à-dire quasiment le mois après l'arrêt de travail, l'intégralité des IJ a été remboursée. On en est à ce niveau-là, avec une grande rigueur effectivement mise en place, à la fois au niveau des salariés qui suivent la règle de l'entreprise, et puis les équipes administratives qui sont suffisamment outillées et efficaces pour le traiter en temps réel. Et un calcul au plus juste des prestations. Alors pourquoi ces 3 € c'est intéressant? C'est que c'est quasiment le minimum atteignable, mais si vous le matérialisez et vous le multipliez par 12 mois, vous avez en fait une pratique de la subrogation, prévoyance incluse, qui vous coûte 36 € par an. Quel avantage social aujourd'hui peut être valorisé à ce prix-là? Donc ça vous montre une chose, c'est que la prestation de traitement de l'arrêt de travail, de la réception de l'arrêt jusqu'au bout du traitement administratif, vous avez une énorme dispersion et qu'au global, vous avez des rapports de 1 à 10 à de 1 à 15 en fonction d'un très bon traitement et un très mauvais traitement. Alors 1 à 15, ça fait beaucoup. 50 € sur 12 mois, ça fait 600 €. 600 €, c'est pas négligeable sur les coûts de traitement, c'est pas négligeable non plus sur le budget qui est alloué à l'équipe paye. Alors, c'était juste quelques chiffres pour vous donner en fait une perspective, vous permettre de quantifier les éléments. Maintenant que je vous ai donné ces 2 chiffres, qu'est-ce qu'on a comme axe, une fois que pour un absentéisme donné, pour finalement limiter ou réduire ses coûts de traitement? Alors l'axe numéro 1, que je donne toujours en tant que préconisation, c'est regarder aujourd'hui si vos règles ne sont pas trop complexes. Et finalement, des règles complexes peuvent réellement impacter le coût du traitement. Je vous donne 2 exemples qui se pratiquent et dont on ne se rend pas compte en fait de l'impact. C'est par exemple ce que j'appelle les droits rechargeables ou les droits glissants. Je connaissais un DRH qui est maintenant devenu un de mes amis et qui me disait j'ai négocié aux petits oignons ma NAO et on a rajouté des clauses pour les familles qui ont par exemple 3 enfants ou une prise en compte de l'ancienneté dans les avantages sociaux. Alors dans ce cas-là, c'était la partie maintien de salaire qui était par exemple un maintien de salaire à 85% au-delà de 1 an, mais pour une personne qui avait 3 enfants, c'était au bout de 2 ans. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée qu'au moment où vous devez analyser un dossier pour mettre en place, par exemple, le maintien de salaire, vous êtes obligé de bouquiner 25 pages de texte pour comprendre en fait quelles règles vous avez appliquées. Et ces règles-là coûtent extraordinairement cher en matière d'hommes et effectivement de défauts, parce que si les hommes ne sont pas correctement formés les hommes et les femmes ne sont pas correctement formés pour traiter l'arrêt de travail, vous allez avoir des défauts de traitement. Défaut de traitement qui veut dire soit retraitement derrière, soit mécontentement du salarié par rapport à la qualité de l'équipe paye. Donc évitez les règles compliquées, évitez les droits glissants, évitez les règles de prise en compte de l'ancienneté en cours d'année, évitez les éléments comme le nombre d'enfants, qui est quelque chose qui est globalement pas connu de l'entreprise. Également, avoir un outil de paye qui est fiable, parce qu'un bon calcul initial du maintien de salaire, un bon calcul initial de l'IJ précompté, c'est la garantie en fait d'avoir un minimum de retraitement derrière. Ça fera plaisir aux équipes paye de dire qu'un bon équipe fiable, un bon outil de paye fiable facilite le travail de l'équipe paye. On le dit jamais assez, mais c'est très vrai. Ensuite, vous avez une suggestion moi, que je fais fréquemment, qui est pour ceux qui pratiquent la subrogation, que ce soit la subrogation de la partie IJSS ou de la partie prévoyance, pensez à faire des missions récurrentes ou ponctuelles de récupération d'IJ.
Pourquoi? Parce que vous avez un encours qui grossit. Cet encours qui grossit finit par être prescrit. Et quand vous devez passer des pertes, c'est tout de suite des dizaines ou des centaines de milliers d'euros en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, des missions coup de poing qui peuvent être faites soit par l'équipe paye si elle a le temps de le faire, mais souvent, elle n'a pas le temps de le faire. Vous avez des possibilités par des prestations, alors nous, EMIG, on en fait, de lancer des missions de récupération Digi. C'est pas perturbant dans l'équipe paye, mais ça vous permet surtout de récupérer, de sortir la tête de l'eau à votre équipe et de repartir sur des bonnes bases. Alors, vous avez aussi des options pour ceux qui ne veulent pas aller, qui ne sont pas suffisamment outillés, qui ne veulent pas investir dans de la technicité ou dans des outils. C'est carrément d'externaliser le traitement de l'arrêt de travail. Ça permet d'un côté de repositionner les priorités de l'équipe paye sur vraiment ce qui est important, c'est-à-dire la production de la paye, les contrôles, et puis le traitement en temps et en heure. Et puis, c'est aussi peut-être admettre ses limites et admettre qu'il y a des gens qui sont mieux outillés, plus efficaces pour faire ce traitement. Alors là, on a parlé de la partie administrative. Vous avez un élément qui est très peu perçu par les entreprises, qui est éventuellement même de penser à un re-engineering des dispositifs de prévoyance. Alors, pourquoi les dispositifs de prévoyance, c'est important? C'est que vous avez pour certaines entreprises, avec des relais de prévoyance relativement rapide dans la durée de l'arrêt de travail, déjà des encours qui sont importants, des effets sur les primes qui sont importants, et vous avez une possibilité d'optimiser globalement le coût ou le temps passé pour traiter la prévoyance. Alors moi, je recommande toujours d'analyser la partie ITT du compte de prévoyance, de regarder, de consulter votre assureur, votre partenaire, pour regarder l'effet d'un éventuel relais court de prévoyance. Alors un relais court de prévoyance, c'est un relais qui démarre très très tôt, par exemple au 30e jour, voire au 15e jour dans certaines sociétés. Ça permet effectivement de limiter les maintiens de salaire et de gonfler par contre la partie assurantielle du sujet. Il y a des intérêts, effectivement, il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient, c'est un traitement administratif un petit peu plus long. Mais en fonction de la technicité de votre équipe, en fonction de la caractéristique de votre absentéisme, il peut y avoir un réel intérêt de prendre en considération cet élément. Ensuite, vous avez également dans les dispositifs la subrogation, qui est un dispositif qui peut être parfois complexe. Pour certains, on pourrait imaginer une substitution en mode avance-reprise Digi. C'est presque de la subrogation, mais pas tout à fait. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant à prendre en considération. Donc tous ces éléments-là, généralement, nécessitent un conseil, nécessitent une analyse un petit peu experte, parce que la difficulté d'une entreprise, c'est de ne pas avoir une vue autre que la sienne sur ces solutions alternatives, évidemment, et sur les effets qu'on peut en attendre. En tout cas, ce qu'il faut retenir, si vous pouvez passer sur la slide suivante, c'est de se dire, il y a un vrai effet financier pour un absentéisme donné, à aller chercher de l'optimisation en matière de traitement. Soit en matière de traitement des erreurs ou des défauts, soit en matière de règles ou de dispositifs, pour essayer de trouver l'optimum. Les effets financiers des deux sont significatifs en matière de résultats. Ils se mettent en place relativement rapidement, et surtout, ils vous permettent de travailler l'absentéisme de deux côtés, à la fois de travailler l'absentéisme sur la cause, c'est-à-dire la prévention, et également travailler l'absentéisme ou l'absence, cette fois-ci, en matière de conséquences de traitement, pour éviter la double peine, c'est-à-dire le coût initial lié à l'absence du salarié et sa nécessité d'être remplacé, et le coût secondaire qui est le traitement administratif et ses défauts, qui est un coût qui est non négligeable pour les entreprises. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter rapidement. Alors sachez que dans les équipes que vous avez autour de cette table d'animateurs, vous avez des experts effectivement en animation, vous avez des experts en diagnostic, vous avez également des experts en traitement. Si vous avez des questions, on sera très heureux d'y répondre. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Olivier. Il n'y a pas de questions supplémentaires. Simplement, pour tous les participants, vous trouverez donc dans le fil des questions-réponses, donc un lien qui vous renvoie vers un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous invite bien évidemment à le compléter. C'est toujours intéressant et important pour nous d'avoir votre retour. Et puis, on vous remercie tous en tout cas de votre participation à ce webinaire. J'espère qu'il vous a été utile. Et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup.